Pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Teboul, je suis conseiller en gestion de patrimoine, en ce moment à Paris, bientôt en Israël. Euh, voilà, ils ont rouvert l'aérien, donc j'ai pris mon billet. Et on va parler d'immobilier aujourd'hui. La bonne question, c'est effectivement, on a de l'immobilier en France, qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on décide d'être résident fiscal israélien? Voilà. Alors, voilà, un petit instant, j'aimerais bien enlever cette chose-là, là-haut. Je sais pas l'enlever. Bon, c'est pas grave. En tout cas, lorsqu'on a de l'immobilier, de l'immobilier locatif, hein, je ne vais pas évoquer le cas de la résidence principale, sauf si on y passe quelques minutes. Euh, Rapidement, pour la résidence principale, tous les conseils d'experts Alia ont tendance à penser qu'il vaut mieux pas conserver sa résidence principale en France, parce que c'est compliqué d'expliquer qu'on est à la fois résident fiscal israélien tout en gardant euh, tout comme d'habitude, sa carte vitale, euh, voter en France, avoir sa résidence principale historique dans laquelle on est depuis longtemps. C'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué avec Alain et avec d'autres. Voilà, c'est juste un conseil. Après, si ça marche, tant mieux. Mais globalement, aujourd'hui, je parle de l'immobilier locatif avec quelques avantages. Donc un revenu récurrent et relativement stable. Évidemment, un attachement particulier à ce bien, quelquefois. Et puis comme inconvénient, ben, on a une fiscalité qui est à 20 ou 30%. 20 ou 30%, ça dépend des montants, mais dès qu'on dépasse, je crois, à peu près les 20 000 euros par an de revenus locatifs, on passe dans une tranche à 30%. Euh, À mon avis, il y a des frais plus lourds liés à l'éloignement, puisqu'on a besoin d'un gestionnaire sur place qui s'occupe de tout. Et au moindre souci, ben, il va appeler un plombier, une entreprise, et le moindre joint va nous coûter 300 ou 400 euros. Voilà. Et malheureusement, un doute qui s'insinue sur la perception de loyer aussi régulière que dans le passé, suite aux dommages collatéraux du Covid. Mais je pense que les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Alors, j'aimerais bien. Je suis vraiment désolé, mais j'ai quelque chose en haut de l'écran qui peut-être est gênant pour vous et que je n'arrive pas à enlever. On ne voit rien, Stéphane. Tu peux continuer, il n'y a pas de Ah, je peux problème. continuer, d'accord. Oui, oui, Donc, il y tout est a, parfait. ok, donc il y a un taux minimum d'imposition, vous le voyez, qui est jusqu'à 20% jusqu'à 27 519 euros. Au-delà, c'est 30%. Voilà. Donc le seuil est toujours là depuis 2019 de 27 000 euros. 0 à 27 000 euros, 20%. Au-delà de 27 519 euros, 30%. Mais il faut pas oublier qu'en France, on a des prélèvements sociaux de 17,2%. Donc globalement, on est à 37,2%, 20 plus 17,2 ou 47,2, 30 plus 17,2, ce qui est quand même un peu beaucoup, d'autant plus que quelquefois, il faut rajouter l'impôt sur la fortune immobilière quand on dépasse 1,7 million. Alors, il y a une exonération de CSG-CRDS pour les résidents européens, euh, mais en l'occurrence, c'est uniquement les résidents européens et les Suisses qui ont un taux de prélèvements sociaux qui est ramené à 7,5, et hors de l'Europe et hors de Suisse, et évidemment en Israël, on est à 17,2%. Alors, en termes de fiscalité, on a l'impôt sur le revenu, on a le régime de plus-value des particuliers, sachant qu'on a quand même un petit avantage lorsqu'on vend en tant qu'Israélien. Sur le premier bien qu'on vend, on a pendant 10 ans un abattement de 150 000 euros par personne. Je tiens à préciser que quand c'est un couple, on a un abattement sur les plus-values de 300 000 euros. Donc, il ne faut pas oublier cet abattement qui est un peu particulier. Et ça, c'est dans les 10 ans de l'ALIA. Voilà, je passe assez vite sur les éléments qui sont importants. Voilà, alors évidemment,
nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vendre la résidence principale française pour des raisons euh, du ministère des Finances qui pourrait vouloir nous rattacher en tant que toujours résident fiscal français. Et puis surtout, on a quand même encore en France quelque chose de particulier que nous n'avons pas en Israël. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est la vente de la résidence principale qui est totalement exonérée de plus-value. Donc on a acheté 800 000 euros, on revend 10, 12, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, après euh, 2 millions d'euros, eh bien, toutes ces 2 millions d'euros qui rentrent immédiatement dans votre poche, il n'y a évidemment ni impôts, ni prélèvements sociaux. Et je crois que c'est le seul endroit où on peut gagner de l'argent en France. Bon, évidemment, on peut être très, très, très attaché à sa résidence principale, et je le conçois tout à fait. Alors, sur la résidence principale, quand même, un petit élément, c'est une tolérance, parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est monté dans un avion, et où on vit dans un autre pays, ça n'est plus la résidence principale. Donc il y a une tolérance de la part de l'État français afin qu'on bénéficie de cet abattement l'année du départ et même l'année d'après jusqu'au 31 décembre qui suit l'année. Donc si par exemple quelqu'un fait son alia aujourd'hui, il peut vendre sa résidence principale avant fin décembre, avant le 31 décembre 2026, avec néanmoins deux petites choses qui me semblent importantes, l'avoir mise en vente avant son départ. C'est pas parce qu'on la met en vente qu'on est obligé de trouver un acheteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une tolérance dans le temps. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, surtout ne pas la louer. Parce que si vous la louez ne serait-ce que quelques jours ou en Airbnb, vous avez perdu le bénéfice de l'appellation résidence principale. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il ne faut pas faire de bêtises à ce niveau-là. Alors, les droits de succession, c'est important de le noter aussi. Donc, très rapidement, il y a trois cas de figure pour les droits de succession. En France, on considère qu'on doit payer des droits de succession sur son patrimoine mondial à partir du moment où on vit en France. Donc, clairement, on décède en France, on doit des droits de succession sur les biens qu'on a en France et les biens qu'on a ailleurs. À partir du moment où on va vivre en Israël, il y a quand même un cas de figure où on paye encore des droits de succession en France, c'est si on a laissé des biens en France. Donc, on conçoit que l'État français ait mis en place des verrous à ce niveau-là, et donc à partir de ce moment-là, il y a euh, changement de propriétaire et évidemment droit de succession à acquitter. Et puis, il y a une petite subtilité qu'a mis en place l'État français qui dit en gros que vous pouvez très bien être parti dans un pays étranger, avoir pris avec vous tout votre patrimoine et néanmoins être encore assujetti aux droits de succession si vos enfants, si vos héritiers sont en France. Donc c'est un cas de figure qui est important. Chaque famille réagit de manière différente et ce qui me semble important, c'est déjà de ne pas laisser de biens en France pour lequel on n'a pas un attachement particulier, un rendement exceptionnel, un emplacement exceptionnel. Donc c'est à vous de voir. On n'est pas obligé de tout vendre, bien évidemment, mais il faut quand même se poser la question. Alors, bon, ça, je vous l'ai déjà indiqué, droit de succession sur l'immobilier, mais également sur les comptes en banque, également sur les contrats d'assurance vie souscrits en France. Donc, droit de succession dans ces cas-là. Et puis, voilà le barème des droits de succession. Je vous ai mis en jaune le montant à partir duquel on est taxé à 20%. Donc, vous voyez, ça va vite, hein. 15 932 euros. Donc, globalement, tous les patrimoines. Alors, évidemment, il y a une petite tranche à 5, à 10, à 15, mais c'est des tranches qui sont ridiculement petites. Et puis après, on a une tranche à 20% entre 15 000 et 552 000, puis des tranches à 30, 40 et 45. Là, je l'ai prise en ligne directe, c'est-à-dire parents, enfants ou conjoints. Alors, quelle solution? Dans un premier temps, vendre le bien. Euh,
petit instant. Voilà. Donc, les afférences, pardon, conserver le bien. Rachel, tu peux me dire ce qui est noté tout en haut en solution 1? Ne rien faire. Ah, ne rien faire. Ne rien faire. Donc, on conserve effectivement l'impôt sur le revenu en France, on conserve l'impôt sur la fortune immobilière, on conserve les frais de gestion et on conserve les droits de succession qui sont globalement inchangés. De plus, il pourrait être délicat de demander à bénéficier d'exonération d'impôt sur le revenu étranger accordé aux OLIM si l'ensemble des revenus et le cœur économique du patrimoine se trouvent toujours en France. Donc, clairement, il y a aussi un petit cas de figure qu'il faut évoquer, c'est qu'on peut partir et évidemment prendre avec soi de l'argent qui est nécessaire peut-être pour s'acheter un toit là-bas, mais comprenez que la France va continuer à vous considérer comme un résident fiscal français si la plus grosse partie de votre patrimoine, c'est ce qu'on appelle le cœur économique ou le centre des intérêts économiques se situe toujours en France. Donc, on peut conserver des biens en France, évidemment, mais il faudrait que ça soit une partie mineure de votre patrimoine. Alors, la solution 2, Rachel, tu peux me l'indiquer? Vendre le bien à ses enfants, je suppose. Vendre le bien à ses enfants, exactement. Voilà. Donc, on conserve le bien euh, avec un crédit à une époque où les taux n'ont jamais été aussi bas. Ils redeviennent bas, donc c'est une solution qu'on peut vraiment utiliser aujourd'hui rapidement. Vous comprenez bien qu'avec, alors je sais pas en Israël, mais je crois que la guerre a dû coûter très cher. Toujours est-il qu'en France, on a des décennies, un peu plus de 3 décennies de laisser-aller budgétaire. Et aujourd'hui, la France est très, 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 très endettée. Donc globalement, on a clairement besoin, après cette époque d'inflation où on a vu les taux d'intérêt remonter et l'immobilier être dans une passe un peu difficile, on a vraiment besoin que les taux baissent et ils ont baissé. Donc aujourd'hui, on repasse, je pense, en dessous des 3%, peut-être aux alentours des 2,5%. C'est plus que ça n'était le cas il y a 3, 4 ans, mais fondamentalement, pour ceux qui ont pris des crédits depuis 30 ans, on est même monté jusqu'à 12-13% de taux d'intérêt, donc 2,5%, ça semble raisonnable. Si vous vendez le bien à vos enfants, les inférences, c'est qu'on a un impôt sur le revenu, un impôt sur la fortune immobilière et les frais de gestion qui sont pour les enfants, puisque c'est eux qui conservent le bien en France. Et on pourra se poser la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS, impôt sur le revenu ou impôt société. Et le montant retiré de la vente permettra un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent, à mon avis, supérieur, voire très supérieur à l'ancien loyer net de divers frais et taxes, avec éventuellement une absence de droit de succession. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un bien de 500 000 euros. Laissez-moi prendre 1 million d'euros, même si c'est beaucoup, parce que c'est plus facile avec des zéros. 1 million d'euros qui rapporte du 4% par an. C'est à peu près ce que ça rapporte en France. Ça fait 40 000 euros par an. Mais ça, c'est avant impôt. On va quand même payer la taxe foncière, on va quand même payer de l'impôt sur le revenu, on va quand même payer des frais de gestion. Donc, globalement, on va récupérer la moitié, c'est-à-dire le 4% s'est transformé en 2%. Donc, on peut continuer comme ça. Mais à partir du moment, comprenez, où on vend le bien, j'ai aujourd'hui, moi, des solutions qui vous apportent, si vous aimez l'immobilier, du 5% net d'impôt chaque année, c'est-à-dire plus du double de ce que vous aviez en France, et plus de droits de succession, puisque l'argent, on l'a pris avec soi et on l'a sorti de France. Ça, c'est une solution. Pourquoi on vendrait le bien à ses enfants? C'est parce qu'on a un attachement particulier à ce bien et qu'on ne veut pas le vendre à un tiers. Donc c'est une des solutions. La solution 3, c'est vendre le bien à une SCI démembrée. Alors, une SCI, Société Civile Immobilière, c'est relativement simple, on connaît bien ça en France.
c'est une société qui détient et qui gère de l'immobilier. Et ce qu'on appelle le démembrement, c'est chaque bien, quel qu'il soit, regardez, même la paire de lunettes qui est là, est composée de deux parties. À qui appartiennent ces lunettes et qui les utilise? Donc globalement, comme elles sont à moi et je les utilise, j'ai la pleine propriété. Mais dans chaque bien, il y a deux parties, la nue propriété à qui appartient le bien et l'usufruit qui bénéficie des revenus réguliers. Donc, en faisant comme ça, on conserve les loyers en plus du prix de vente du bien. Et ce sont les héritiers, c'est-à-dire les enfants, la plupart du temps, qui détiennent la nue propriété des parts. Alors, regardez cette solution. Voilà. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit dépend de l'âge. Donc, disons qu'on est dans la cinquantaine, entre 51 et 61 ans, bah, on est à 50-50. On est dans la soixantaine, c'est 40 pour l'usufruit, 60 pour la nue propriété. Et effectivement, plus on vieillit, plus l'usufruit diminue et plus la nue propriété augmente, puisqu'on se rapproche du moment où, avec le décès, bah, l'usufruit va s'éteindre et va rejoindre la nue propriété pour reconstituer la pleine propriété. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous n'êtes pas vraiment acclimaté à à ces éléments que je vous indique. Si c'est trop compliqué, vous me le dites. Donc, les parents continuent de percevoir les loyers. Au jour du premier décès de l'un des deux parents, le survivant continue de percevoir les loyers. On appelle ça un usufruit réversif, ça vient de réversion, comme une réversion de retraite. Et on aura pris soin dans les statuts de la société de prévoir un usufruit réversif, ce qui fait que le couple, les deux parents, sont couverts jusqu'au deuxième décès. Au jour du deuxième décès, il n'est plus question de succession. Donc cette méthode a permis d'éliminer la succession puisque l'usufruit s'étant éteint, eh bien, les enfants qui étaient nus propriétaires et le bien leur appartenait déjà récupèrent maintenant les loyers en exonération totale de droits de succession. Et ce, même s'ils sont résidents français. Donc, vous voyez qu'on a éliminé le cas de figure où on détient des biens en dehors éventuellement de la France et où malheureusement ils sont taxés parce que nos héritiers sont en France. Si les héritiers sont déjà nus propriétaires de un ou plusieurs biens, eh bien ces un ou plusieurs biens seront exonérés de droits de succession. Alors l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et les frais de gestion sont inchangés puisqu'on continue de percevoir les loyers, on continue d'être soumis à tous les impôts qu'on avait indiqués tout à l'heure. C'est pas forcément pour moi la meilleure solution, mais ça permet de conserver un bien dans la famille, si vraiment on tient à le conserver. Cette solution n'apporte aucun enrichissement, écoute en fait les frais de donation, mais règle définitivement les droits de succession, puisqu'on n'a pas vendu, mais on a fait un apport de son bien dans une société qui était une société civile qui était démembrée. Alors, la solution 3, toujours, les parts de la SCI sont réparties entre les parents qui conservent l'usufruit, les loyers, et les héritiers, souvent les enfants qui détiennent la nue propriété des parts. Et le coût est limité au droit d'enregistrement d'acquisition du bien par la SCI. Donc ça, c'est le cas de la vente. Le cas précédent était le cas de l'apport, où on ne s'enrichissait pas. C'est simplement une manipulation génétique. Au lieu de détenir le bien en direct, on le détient à travers une SCI, donc il y a quelques frais intermédiaires. La solution 3, c'est toujours la SCI démembrée, mais cette fois-ci, on vend le bien à la SCI. Il attend. Il va attendre. Vous pouvez couper le micro, là, j'entends quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Alors, les inférences,
les parents vont donc récupérer après le long crédit. Alors ce crédit va en principe manger la totalité du crédit, voire même un petit peu plus. Donc on perd de cette manière-là les revenus immobiliers qu'on avait. Au jour du premier décès, eh bien, on a toujours un usufruit réversif, c'est-à-dire que le conjoint survivant continue de percevoir les loyers si on est à la fin du crédit. Donc ça, c'est une opération assez longue. On met en place un crédit sur 15 ou 20 ans. Donc pendant 15 ou 20 ans, on oublie les loyers parce qu'il y a un crédit à rembourser, mais on a on a un enrichissement avec cette méthode parce que on a vendu le bien, ce qui fait qu'on a le prix de vente du bien. Reprenons un exemple avec un chiffre rond d'1 million. On a encaissé 1 million, on a mis en place un crédit et le loyer paye le crédit pendant toute la durée 15 ou 20 ans. Pendant ces 15 ou 20 ans, on n'a pas une absence de revenus, puisque ayant vendu le bien, on a récupéré 1 million, et au lieu d'avoir du 2% net d'impôt, comme dans mon exemple tout à l'heure, vous pouvez en immobilier avoir du 5%. Donc tout se passe bien, mais simplement au terme du crédit, cette fois-ci on récupère les loyers, en plus des revenus de la vente du bien. Au jour du deuxième décès, vous avez compris, puisque c'est le même cas de figure que tout à l'heure, qu'il n'est plus question de succession puisque les parts appartiennent déjà aux enfants en nue propriété et ça devient de la pleine propriété. IR, IFI, frais de gestion sont inchangés et là aussi on pourra se poser la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS et évidemment absence de droit de succession sur le bien, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. Et évidemment, je vous l'ai déjà évoqué, le montant retiré de la vente, dans notre exemple 1 million, permettra un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent supérieur à ce qu'on avait auparavant, net de divers frais et taxes. Et une absence de droit de succession si le placement, si ce dernier est réalisé hors de France. Il est évident que si vous vendez ce bien mais que vous laissez 1 million sur un compte en banque en France, et bien évidemment, il sera taxé. Donc le but, lorsqu'on est non résident, c'est effectivement de se poser les bonnes questions, à savoir où je dois loger mes liquidités pour vivre le mieux possible et subir le moins possible l'impôt français. Enfin, il y a une solution 4 qui consiste, si on n'a pas un attachement particulier, on n'est pas obligé de conserver un bien immobilier pendant 4 générations. Il est possible simplement de le vendre à un tiers. Donc là, les inférences sont qu'on n'a plus d'impôt sur le revenu en France, puisqu'on n'a plus de loyer, enfin sur ce bien en tout cas. On a une absence d'impôt sur la fortune immobilière, pas sur le reste du patrimoine, mais peut-être que en vendant un bien, ça nous fait passer en dessous du seuil des 1,7 million et donc on n'a plus cet impôt déclaratif à faire une fois par an. Et les solutions de placement substitutif sont les mêmes que précédemment, puisqu'elles permettent d'obtenir un revenu récurrent au moins supérieur, voire très supérieur à ce que vous aviez auparavant. Et évidemment une absence de droit de succession, sauf si on a fait la bêtise de vendre et de placer son argent en France. Voilà donc les solutions. Si on a des héritiers dont on estime qu'ils seront présents en France au moment du décès, seul le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation démembré luxembourgeois permet d'échapper aux droits de succession avec des droits de transmission qui sont souvent proches de zéro. Si l'ensemble des héritiers présomptifs est hors de France ou si on souhaite des revenus réguliers, alors effectivement, on peut toujours détenir des biens immobiliers. Alors, moi, j'ai tendance à proposer à mes clients de l'immobilier européen. Pourquoi européen? Parce qu'en Europe, l'immobilier est beaucoup moins taxé qu'en France.
Alors, ça pourrait être de l'immobilier israélien, hein, on est bien d'accord. Mais en Israël, il y a un schéma qui est un petit peu différent. On a des revenus locatifs qui sont en général plus bas et une plus-value qui jusqu'à présent a été plus importante. Donc l'immobilier israélien ne convient pas à un besoin de revenus récurrents. Par contre, c'est un placement comme un autre et jusqu'à présent, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est révélé excellent. Par contre, en France, l'immobilier est infiniment trop taxé. Là, je vous ai montré des cas de figure à 20 et à 30% en tant que résident fiscaux étrangers, mais en tant que résident fiscal français, on peut atteindre les tranches à 41, voire 45%, plus 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui fait quand même 62,2%, plus quelquefois un impôt particulier qui a été mis en place sur les hauts revenus. Donc on peut atteindre comme ça 65% d'impôts en France sur des revenus fonciers. Je vous rassure, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour autant, même 30 auxquels on arrive très facilement, plus 17,2, c'est-à-dire 47,2%, plus la taxe foncière, clairement, on a au moins 50% des revenus qui disparaissent. Me suffit, Stéphane. En Europe, on a non seulement un taux à 20%, à peu près, hein. En Allemagne, c'est un petit peu moins, c'est 18,53, quelque chose comme ça, mais retenez ce chiffre de 20%. Et on a des revenus locatifs qui sont plutôt de bonne qualité, puisque on a, en règle générale, du 6 à 7,5, 6 à 8% de revenus locatifs. Donc, moins quelques frais et moins l'impôt, il vous reste vraiment plus que, la plupart du temps, un peu plus que 5% net d'impôt. Et évidemment, comprenez bien que euh, par rapport à un résident fiscal israélien, on a en Israël la possibilité d'opter pour un impôt, je crois, à 10%, qui est un forfait fixe. Donc, quand on a déjà payé 18 ou 20% en Europe, même lorsqu'on n'est plus au Limra Dashim, c'est-à-dire après les 10 premières années en Israël, eh bien là, on est tenu de déclarer ses revenus mondiaux, mais comme on a déjà payé à l'extérieur un impôt qui est supérieur à celui qu'on payerait en Israël, il n'y a aucun impôt supplémentaire à régler. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, ou sur les grosses fortunes, ou sur l'impôt sur la fortune immobilière comme on a en France. Donc clairement, c'est une solution qui est très très agréable et on sait vraiment vous donner du 5%. Dernière chose qui est importante, on est en Europe. Et si on est en Europe, ailleurs qu'en France, nous n'avons pas les prélèvements sociaux de 17,2. Donc clairement, on a des revenus locatifs de bonne qualité. La société qui s'occupe, la SCPI qui s'occupe de gérer ses biens, va jusqu'à payer l'impôt et vous envoie mois après mois le revenu locatif net de tout impôt et de toute déclaration. Voilà.